connaissance, par crainte de le faire, par manque de matériel. Excusez-moi. C'est bon. C'est un soin aussi qui peut être aussi répugnant pour certains soignants. Hein. On rentre vraiment dans l'intimité. Hein. Y a des patients aussi qui refusent le soin de bouche. Donc, s'ils n'ouvrent pas la bouche, eh ben, on ne le fait pas. Et puis, ce n'est pas à moi d'en occuper, c'est aux autres. Donc, le soin de bouche, c'est l'affaire de tous. J'ai fait dans le bon sens. Donc, la bouche, à quoi ça sert? Alors, à s'hydrater, à communiquer, à manger, à respirer, à sourire, à communiquer, à s'embrasser. Voilà. Excusez-nous, on a des petits problèmes techniques. Oui, on est désolé. Donc, le soin de bouche, donc, pourquoi c'est important? Quel type de lésion on peut trouver? On peut avoir soit une bouche sale, donc ça c'est une des premières choses à laquelle on risque d'être confronté, hein, tout simplement le manque de soins d'hygiène, le fait de ne pas se brosser les dents tous les jours, forcément on va arriver à avoir une bouche sale. Bien sûr, si on a des événements comme un vomissement, forcément on va salir la bouche, mais il suffit de se laver les dents après pour que ça aille mieux. Donc c'est vraiment le manque de soins d'hygiène qui va rendre la bouche sale. On peut être aussi confronté à une bouche sèche. Donc, soit c'est lié à un manque d'hydratation, hein, dans le sens d'apporter un liquide dans la bouche. Je ne parle pas de patients déshydratés qu'on aurait perfusé. C'est vraiment deux choses qui vont être distinctes au niveau de la sensation de la bouche sèche. La diminution de la nutrition, parce que forcément, quand on ne mange plus, on ne mastique plus, on produit moins de salive. Donc, forcément, ça sèche la bouche. Il va y avoir tout un tas de traitements. Donc, souvent, nous, en soins palliatifs, les 3/4 de voire presque la totalité de nos patients sont sous morphiniques. Vont être aussi à avoir des psychotropes, des benzodiazépines, des anticholinergiques aussi qui peuvent créer la bouche sèche. Forcément, également l'oxygène. Hein, ça, on le voit très souvent avec les patients qui ont essentiellement des masques à oxygène. Donc, on essaye d'être vigilant à ce niveau-là. La radiothérapie et aussi les diurétiques. Et forcément, le fait de garder la bouche ouverte à nos patients qui ont soit difficultés respiratoires, soit qui sont en fin de vie, vont, par manque de tonus, garder la bouche ouverte et vont avoir la bouche qui se sèche. Alors, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours faire un petit exercice qui n'est pas très sympathique, qui ne dure pas longtemps, mais je vais vous demander de jouer le jeu pour vraiment vous rendre compte de l'importance d'hydrater la bouche quand elle est sèche. Donc, je vais compter jusqu'à 30 et je vais vous demander de respirer uniquement par la bouche, en vous bouchant le nez. Oui, je sais, ce n'est pas très sympa, vous venez de manger, mais allez, on joue le jeu. Alors, 1, 2, respirez bien par la bouche et bouchez le nez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a déjà qui se disent, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me suis connectée? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais, c'est long, hein? 16. Respirez bien par la bouche. 17, 18, 19, 20, 21. Allez, on s'arrête là. Vous allez pouvoir vous rendre compte que la bouche est sèche et que vous avez envie de faire quoi là? Soit de boire un verre d'eau, soit vous avez besoin de plus saliver pour hydrater votre bouche. D'où l'importance primordiale d'hydrater la bouche de vos patients régulièrement. Même si c'est un patient qui est à jeun, on peut hydrater la bouche de son patient, il n'est pas obligé d'avaler l'eau. Je laisse la parole à Cathy. Donc, on continue sur le troisième type d'atteinte. On a appelé ça la bouche lésée. Qu'est-ce qu'on entend par lésée?
on va parler de lésions proprement dites, de blessures, mais aussi tout ce qui va être lié à une pathologie comme la mycose, la mucite, voilà, on entend par bouche lésée tout ça, on met tout dans le même groupe. Donc, qu'est-ce qui peut créer une bouche lésée? Les prothèses dentaires, forcément, hein, quand elles sont plus adaptées, nos patients parfois maigrissent, ou alors l'appareil s'abîme, donc la prothèse dentaire peut vraiment léser la bouche du patient. Le manque de soins d'hygiène, forcément, si on n'a pas une bonne hygiène buccale, on peut développer des pathologies type mycose, infection. Donc, forcément, ça rentre en lien. Tout ce qui va être immunosuppression, donc soit intrinsèque, soit le fait que on apporte des traitements qui retirent l'immunité du patient, soit au niveau local, soit au niveau général. Donc, typiquement, donc, toutes les maladies hématologiques qui vont toucher les défenses immunitaires, tout ce qui va être traitement donc, antiseptiques locaux. Là, on va le dire et le redire, mais pitié, arrêtez de nettoyer la bouche de vos patients pour une hygiène buccale quotidienne avec des antiseptiques. Combien de fois on voit dans les services de l'extrait, de l'éluderie, de l'allodon, du moins ceux que vous avez habituellement dans vos tiroirs à pharmacie qui sont à disposition forcément. Il ne faut pas oublier que ce sont des médicaments. En fait, ce ne sont pas des produits du quotidien. Ils sont différents des bains de bouche que vous trouvez en supermarché. Certes, il y a des antiseptiques dedans, mais qui sont vraiment à moindre quantité, à moindre concentration. Et donc, vraiment, les antiseptiques qu'on a dans nos pharmacies, dans les services, c'est sur prescription médicale. Le dentiste va vous le prescrire parce qu'il vous a fait un soin dentaire et qu'il faut justement aseptiser la bouche. Dans votre quotidien, vous n'avez pas aseptisé votre bouche, vous allez retirer la flore qui protège votre bouche et vous allez créer d'autres pathologies et principalement la mycose. Au niveau général, il va y avoir bien sûr tout ce qui est antibiotique. Hein, on le sait, souvent quand on prescrit des antibiotiques au long terme, on donne soit des levures, des probiotiques, parce que ça vient atteindre la flore du patient. Donc forcément, ça atteint aussi la flore buccale. Tout ce qui va être corticothérapie, n'oubliez pas de rincer la bouche de vos patients quand ils ont des aérosols, mais aussi attention aux gens qui ont des corticothérapies sur le long terme, qui ont des pathologies rhumatologiques par exemple, qui ont des cures de cortisone. Attention, ils peuvent développer aussi des infections aussi de la bouche et tout ce qui va être radiothérapie. Non. Si on arrive à changer. Non. Excusez-moi, je peux craquer. On joue un petit peu, hein, excusez-nous. Non, ça pour aller toucher l'écran. Voilà. On va faire comme ça. Donc, quelles conséquences tout ça va avoir sur le patient? Donc, forcément, ça va jouer sur plusieurs choses. L'alimentation, la communication, l'image du corps et de l'intime. Donc, au niveau de l'alimentation, forcément, si vous avez une bouche lésée ou une bouche sèche, vous allez avoir des difficultés à déglutir, à mastiquer. Peut-être que souvent, du moins, c'est des choses auxquelles on est confronté. Peut-être que vous avez déjà eu un aft déjà dans votre bouche. Ça brûle, ça fait mal. Généralement, quand on parle ou quand on mange, ça nous gêne énormément et s'il est très gros, ça peut nous gêner beaucoup, voire à ne pas avoir le plaisir de manger, arrêter de manger. Donc, imaginez les patients qui ont des mucites, par exemple, c'est compliqué. Ou alors qui ont une mycose, qui ont perdu le goût. C'est difficile. Donc, ça peut créer des douleurs. Et parfois, par exemple, dans les cas de mucite grave, on peut aller jusqu'à l'arrêt de l'alimentation et nécessairement, on va devoir complémenter le patient pour sa nutrition. Donc, forcément, ça a aussi des conséquences sur tout ce qui est sphère sociale. Forcément, on mange plus comme avant. Donc, il y a cette perte de plaisir.
Il y a l'entourage aussi qui va s'inquiéter parce que souvent, la première chose qu'on nous demande lors des visites des familles, c'est est-ce que le patient a bien mangé, quoi. Aujourd'hui, quand même, on associe à l'alimentation, à la nutrition, à quelque chose autour de l'importance. Donc, forcément, si le patient ne mange pas, ça va inquiéter autour. Et du côté, voilà, si on revient sur la pose de sonde nasogastrique, forcément, le patient, il a toutes ses journées rythmées par les repas. Il perd ce temps de partage. Vous ne rentrez plus dans la chambre du patient pour lui apporter son plateau. Il y a moins, il y a moins de lien social. Donc, forcément, ça va impacter sur tout ça. Hein, il n'y a pas que le fait que, oui, il a une bouche en mauvais état. Ça agit vraiment sur sa nutrition et sa sphère sociale. Au niveau de la communication, forcément, on l'a dit, quand on a une bouche sèche, chose que voilà, je n'ai pas prévu la bouteille d'eau à force de parler pendant 1 heure, mais à la fin du webinaire, je vais certainement avoir du mal à articuler. Et vos patients, c'est pareil, certainement le matin, quand vous rentrez dans la chambre des patients, si vous leur adressez la parole un peu longtemps, s'ils n'ont pas eu l'instinct d'eux-mêmes de boire, des fois, c'est difficile pour qu'ils sortent en son. N'oubliez pas, là, ils ont passé une nuit sans s'hydrater, en respirant probablement par la bouche. Vous y avez passé 21 secondes et ça a été désagréable. Donc, vraiment, je rejoins Cathy sur le fait qu'il faut absolument hydrater la bouche du patient. Donc, forcément, quand on a des difficultés à articuler, on ne se fait pas entendre, on a moins envie de partager, on a moins envie de parler, ça crée de l'inconfort et de l'isolement. Au niveau de l'image du corps et de l'intime, quand on a une bouche sale, quand on a une bouche altérée, forcément, ça vient jouer sur l'image de soi. Et quand on sent mauvais de la bouche, quand on a, je ne sais pas, du sang dans la bouche, forcément, on a moins envie d'aller embrasser l'autre, ne serait-ce que même sur la joue. Hein. Et inversement, quand la personne, elle nous paraît avec une bouche sale, on n'a pas envie de s'approcher d'eux. Donc, forcément, ça met de la distanciation entre les personnes. Donc, ça joue vraiment sur la sphère sociale. On peut aller jusqu'à ce qu'on a appelé, nous, la dépersonnalisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui, dans son quotidien, a l'habitude de se pomponner, se maquiller tous les jours. Imaginez une dame qui adore mettre du rouge à lèvres, qui se reconnaît comme ça. Si demain, déjà, elle est malade et qu'elle ne peut plus se maquiller, déjà, ça va être difficile. Mais en plus, si elle se retrouve avec une bouche dans un état lamentable parce qu'on ne l'a pas aidée, parce qu'elle n'était pas capable de le faire toute seule, ça va être vraiment très, très touchant pour elle de se voir comme ça. Donc, on peut vraiment désocialiser les gens en ne prenant pas soin de leur bouche. Si besoin, dites-vous, posez-vous la question à vous dire, ou alors je vous pose la question, qui a été travaillé ce matin sans se brosser les dents? Et là, vous vous dites, celle-ci, vraiment, elle est atteinte, elle nous fait respirer par la bouche en nous bouchant le nez. Là, maintenant, elle nous demande qui s'est brossé les dents, mais ça vous interroge. Imaginez vos patients, s'ils n'ont pas accès à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, de ne pas arriver à s'hydrater, parce qu'il faut savoir que quand même, quand la bouche n'est pas hydratée, ça aussi, ça dégage la mauvaise haleine. Vous avez peut-être déjà été en réunion, travaillé avec un ou une collègue qui n'avait pas bonne haleine. Voilà, soit vous faites de l'apnée, soit vous vous décalez, mais c'est vraiment inconfortable. Ou alors, quand vous avez peut-être mangé un plat aillé ou quelque chose d'assez fort, de l'oignon, vous vous dites vite un chewing-gum, un tic-tac, oui, j'ai besoin de me brosser les dents. Imaginons nos patients, c'est la même chose. Je pense que ça doit parler à quelques-uns ou quelques-unes. Voilà. Souvent, on le reprendra après, mais on est gêné au final de leur proposer de pouvoir se brosser les dents ou de savoir dans quel état est leur bouche, alors que pour beaucoup, ils attendent que ça, en fait. Oui. Alors, vous avez trois types de soins de bouche. Alors, ça fait partie du soin du rôle propre. Donc, le soin de bouche d'hygiène, donc après chaque repas ou 3 fois par jour, et même si le patient ne mange pas.
c'est la base. Soin de bouche, hydratation et de confort. N'oubliez pas, tout à l'heure, vous avez respiré pendant 21 secondes par la bouche. Donc, l'hydratation, c'est la base. Et après, le soin du rôle prescrit, celui qui sera curatif. Le soin de bouche thérapeutique sur prescription médicale. Donc, on est bien conscient qu'au niveau des organisations dans les services, ce qu'on va citer là n'est pas appliqué dans cet ordre-là. Donc, au niveau du cadre législatif, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que le soin de bouche non médicamenteux, donc celui qui a visée préventive et pour assurer le confort du patient, c'est un soin de base qui relève du rôle propre infirmier, hein, c'est bien marqué dans notre décret de compétences, et de la compétence aide-soignante en collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité. Et que le soin de bouche médicamenteux, lui qui a visée curative, hein, c'est bien l'application d'un produit médicamenteux, relève lui de la responsabilité infirmière. Or, aujourd'hui, on est bien conscient que en fait, les soins de bouche, quels qu'ils soient non médicamenteux ou médicamenteux, sont relayés aux aides-soignantes. Et souvent, les infirmiers se dégagent de cette responsabilité, ne s'en préoccupent même pas. Or, à l'origine, c'est quand même écrit dans le décret des infirmiers et que la responsabilité infirmière sur un produit médicamenteux est présente. Donc, certes, vous pouvez déléguer à vos aides-soignantes, mais c'est de votre responsabilité de s'assurer d'un que c'est fait, que si l'aide-soignante n'a pas eu le temps de le faire, ça fait partie de nos compétences infirmières que de pouvoir prendre le relais. Et aussi, et encore plus sur les produits médicamenteux, et de viser, vérifier, là on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder peut-être dans les questions, mais qu'il y a des fois des mésusages aussi au niveau de l'application des produits médicamenteux. Et qu'il faut s'assurer que nos collègues, ce n'est pas du flicage, hein, ce n'est pas dans ce sens-là du tout que je le dis, c'est plutôt dans le sens de partage de responsabilité et surtout de bien-être du patient, qu'il y ait bien une continuité des soins et que ce soit fait correctement. Alors, les objectifs, c'est surtout de maintenir les caractéristiques, moi aussi j'ai la bouche sèche, hein, les caractéristiques physiologiques de la bouche, l'intégralité des muqueuses et de ses fonctions, et favoriser le confort et le bien-être du patient. S'assurer de la longévité de la prothèse dentaire et sa tolérance. Pensez bien, hydrater la bouche du patient, c'est important. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi évaluer? Alors, nécessité d'évaluer, c'est tracer et transmettre au quotidien dès l'entrée du patient. Je vais insister sur la traçabilité. Aujourd'hui, je vais proposer un soin de bouche à Madame Y. Elle va le refuser. Je vais aller la voir plusieurs fois dans la journée. Avec bienveillance et tact, je vais lui proposer. Ça ne va pas fonctionner. Si je ne trace pas, demain, Cathy revoit Madame X. Elle lui propose le soin de bouche et elle constate que ça n'a pas été fait. Donc, il y a une bouche qui est assez sale, je vais dire. Donc, elle va dire, mais ma collègue n'a pas fait le travail. Non, ce sera tracé. Qui va prouver que vous avez fait le travail? C'est très, très important. Et puis, ça fait partie du dossier médical du patient. Donc, par respect par le patient, on trace tout ce qu'on voit. Et tout ce qu'on ne voit pas, c'est important aussi. Pardon, Cathy. En fait, en titre, on vous a mis des indispensables. Pour nous, on ne peut pas commencer un soin de bouche sans évaluer la bouche du patient, en fait. Si on n'a pas un point de départ et que ça n'a jamais été fait, en fait, on ne sait pas dans quel état le patient il est arrivé. Est-ce que ça s'est dégradé pendant qu'il était là ou pas? Et aussi, on ne peut pas, sans évaluation, savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne. Et bien souvent, c'est comme ça qu'on fait. Et on met en place un traitement. Il y a eu peut-être à un moment donné, que ce soit un soignant ou un médecin qui pu remarquer que, par exemple, il y avait une pathologie. Parce que souvent, on s'intéresse plutôt au côté pathologique grave que le fait que juste la bouche soit sèche. Et
si jamais on ne sait pas d'où on est parti, comment on peut savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important dans l'évaluation, souvent, je prends l'exemple en miroir des plaies. Quand on évalue une plaie, on a besoin d'avoir des choses très spécifiques, entre guillemets, qu'on puisse parler tous le même langage. Donc, si on n'a pas un outil qui nous sert pour tout le monde, en fait, on ne peut pas avoir de continuité dans la prise en charge. En tout cas, le soin de bouche, il faut que ça devienne un réflexe et une habitude. C'est quand, n'oubliez pas, vous partez travailler ou vous sortez de chez vous, vous vous brossez les dents. Vous faites attention à votre hygiène buccale. Le patient, c'est pareil. Même s'il est à jeun, même s'il refuse, vous pouvez au moins peut-être lui proposer un verre d'eau, le recracher ou lui hydrater la bouche. Après, bien sûr, on y va avec tact. D'où l'importance de la traçabilité. Et plus le soin sera proposé précocement et moins le patient le refusera, on va dire. Expliquer aux patients l'importance de ce soin-là, en tout cas. C'est dit qu'en fait, souvent, à l'entrée du patient, on lui demande son poids, sa taille, on prend ses constantes, mais on ne regarde pas sa bouche. Alors que ce serait un très bon moment au final, l'entrée du patient, pour déjà avoir un point de départ. Et aussi, quand on a marqué éviter les refus de soins, c'était aussi, on va reparler plus tard, tu redévelopperas, mais comment on peut participer à la coopération du patient. Mais forcément, plus on va s'intéresser tôt à leur bouche et plus on va, entre guillemets, éduquer les gens à ce que ce soit normal qu'on parle de leur bouche, à ce qu'on leur fasse ouvrir la bouche, qu'on regarde, plus ce sera facile en fait. Du moins, aujourd'hui, je ne connais pas de soignant, d'aide-soignant qui a une difficulté à aller faire la toilette d'un patient et de le mettre tout nu, quoi. Du moins, voilà, pour eux, c'est leur habitude et ça fait partie de leur travail. Aller évaluer la bouche, demander à ce qu'on ouvre la bouche pour vérifier à l'intérieur comment c'est. Sincèrement, si c'est demandé de façon polie et normale, j'ai jamais eu un patient, alors on le redira plusieurs fois, mais on va mettre de côté les patients déments et les patients avec des troubles psychiatriques qui ont un rapport au corps différent ou qui ne comprennent pas les consignes simples. Sinon, du moins, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non, vous ne pouvez pas regarder comment ma bouche elle va, quoi. Voilà. Donc, pour nous, c'est un des premiers pas pour habituer les gens aussi à ce qu'on prenne soin de tout est dans la façon de proposer, d'ouvrir la bouche. Vous pouvez, alors, moi, je travaille, j'ai pu mettre en place dans le recueil de données, vous voyez, quand on interroge, à un moment donné, si le patient arrive à s'alimenter tout seul ou pas, à un moment, on peut poser les deux questions suivantes. Avez-vous une bouche douloureuse? Oui ou non? Ou avez-vous la bouche sèche? Donc déjà, j'allais dire, c'est une entrée en matière. Ça ouvre au, j'allais dire, comment je vais dire ça? Ça ouvre dans le fait que, dans l'échange et dans le fait où là, après, on peut dire, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir la bouche, que je puisse voir ce qui se passe, si la bouche est douloureuse et sèche. Voilà. C'est une entrée en matière. Donc, c'est à moi, en fait. C'est à moi. Non, c'est à moi. On se bat avec nos vignettes, excusez-nous. Donc, comment on peut évaluer la bouche? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir un langage commun. Et donc, il y a une grille qui s'appelle la grille OAG. C'est une grille, je crois, américaine à l'origine qui a été traduite en français, qu'on peut utiliser pour uniformiser nos pratiques. Donc, ça nous permet de tracer aussi dans le dossier du patient de façon simple et de parler tous le même langage. Donc, de quoi on va avoir besoin? Forcément, au niveau du matériel, on n'a pas besoin de grand-chose, d'une lampe. Bien souvent, aujourd'hui, on a tous notre portable sur nous, quand même, donc on a tous une lampe et un abaisse-langue qui peut s'avérer pas indispensable, mais quand même, en fonction de comment le patient ouvre la bouche, des fois, pour regarder à l'intérieur des joues, c'est quand même plus pratique. C'est aussi le moment où on interroge les habitudes du patient, savoir s'il a l'habitude de se brosser les dents tous les jours, combien de fois il les brosse.
voilà, aussi, on va interroger ses habitudes de vie. Et bien sûr, en dehors de ça, il faut penser aussi à évaluer la douleur et l'étiologie des symptômes, savoir qu'est-ce qui peut se passer. En tout cas, on ne fait pas un soin de bouche si le patient a une bouche douloureuse et qu'on n'a pas mis en place un antalgique. Donc, cette grille OAG. Donc, comme vous pouvez la voir, il y a en fait 10 items. La voix, les lèvres, les dents, les gencives, la langue, la salive, les muqueuses, la déglutition, le goût et l'odeur. Donc, la première colonne vous dit comment on va évaluer ces critères. Donc, bien souvent, c'est observer ou sinon, on doit demander au patient. Et après, vous avez 3 colonnes. La première colonne, elle est cotée à 0, la deuxième, celle du milieu, à 1 et la troisième à 2. En fait, à quoi ça sert ces scores? En fait, à 0, tout est normal, tout va bien. À 2, tout va mal. Et on va venir coter pour chaque item entre 0 et 2 ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc après, vous additionnez les 10 items. Donc si on est tout à 0, c'est que tout va bien et la bouche est en parfait état. Pardon. Et si on est à 20, forcément, c'est qu'elle est très, très, très altérée. Ce score ne nous permet pas d'avoir une conduite à tenir. C'est-à-dire que ce n'est pas entre 0 et 3, il va falloir faire telle chose, entre 3 et 5, autre chose. Donc, c'est vraiment un état des lieux. Et surtout, un curseur pour nous indiquer si on va dans le bon sens. Si vous avez, quels que soient les critères, une bouche avec un score à 10 et qu'on a mis des choses en place pour améliorer l'état buccal, si vous vous retrouvez à 13 ou 14, c'est ça permet de voir que ce que vous faites, soit ce n'est pas bien fait, soit ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc forcément, le but étant de revenir vers 0. Quand on va tracer, moi j'avais fait rentrer cette grille dans notre logiciel informatique. C'est important qu'on puisse y rentrer le score, mais aussi les critères qui sont altérés. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien aussi avoir l'impression de ne pas avoir fait bouger la note, alors qu'au final, c'est un autre critère qui s'est détérioré et le précédent s'est amélioré. Donc, c'est intéressant de savoir quels critères étaient altérés. Bien sûr, ça va être aussi important de planifier nos soins au niveau des soins de bouche. Forcément, les soins de bouche thérapeutiques, généralement, ils sont prescrits, donc ils apparaissent sur notre plan de soins. Après, les soins de bouche qui relèvent du rôle propre, que ce soit le brossage des dents ou le soin de bouche d'hydratation, bien souvent, ils ne sont pas planifiés parce que ça fait normalement, le brossage des dents doit faire partie de la toilette. Et le soin de bouche d'hydratation est souvent méconnu au final. Donc, ça peut être intéressant de se le planifier pour pouvoir déjà, d'un, y penser et de deux, éviter de cocher des choses qui ne sont pas faites. Souvent, par systématisme, je ne sais pas, par exemple, sur votre plan de soins apparaîtrait brossage des dents. Et de façon générale, ça va être coché parce que, bien sûr, on lave les dents de toute façon tous les jours, mais personne n'est allé vérifier en fait si ça a été fait, quoi. Donc aussi, ça doit être, certes, une façon de coter vos actes, mais aussi, surtout, un pense-bête à aller vérifier si ça a été bien fait. Alors, il y a tout un tas de patients pour qui, du moins, on n'est pas obligé d'aller vérifier. Il y a sur, je ne sais pas, une vingtaine de patients dont on prend en charge, peut-être, ils ne sont pas tous dépendants, quoi. Donc, voilà, cibler les personnes pour qui c'est en tout cas très important, où il doit y avoir une surveillance, mais ne cochez pas des soins, s'il vous plaît, sans qu'ils aient été faits ou qu'on n'ait pu vérifier que ça a été fait. Sinon, on ira vérifier les brosses à dents si elles sont mouillées comme pour les enfants. Ou alors s'il y a des brosses à dents. Parce que combien de fois, en fait, aussi, on retrouve des patients dans les services avec un état buccal assez compliqué, j'avouerai, et quand on peut simplement essayer de leur proposer de se laver les dents, en fait, le patient n'a pas de brosse à dents. Et ça fait des fois 15 jours, 3 semaines qu'il est hospitalisé. Et pour ça, nous, on trouve ça quand même assez dramatique que personne ne se soit préoccupé de savoir si le patient avait son matériel ou pas. Ça doit faire partie, pareil, des inventaires d'entrée que de vérifier
si le patient il a de quoi se changer, s'il a 3 culottes et si il a une brosse à dents. N'oubliez pas, vous êtes parti travailler sans vous brosser, peut-être, en vous brossant les dents ce matin. Donc, c'est pareil pour le patient. Si au bout de 3 semaines, on se rend compte qu'il n'y a pas de brosse à dents ou il n'y a pas eu Après, on est tous des petits MacGyver en puissance, mais si vous avez des bâtonnets mousse, vous pouvez vous en servir de brosse à dents. Mais si rien n'a été mis en place, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que vous allez me dire, oui, mais comment on fait s'il n'a pas de brosse à dents? Donc, bien sûr, déjà, la première chose, c'est les personnes ressources, c'est la famille ou les visiteurs. Souvent aussi, quand même, on ne le sait pas, mais dans nos services, on peut commander des brosses à dents. Il y a même du dentifrice. Voilà. Et si vraiment il y a un souci, peut-être qu'on peut faire appel à l'assistante sociale, savoir s'il n'y a pas quelque chose. Des fois, on a aussi des cagnottes de service. Peut-être que ça peut dépanner le patient qui est en difficulté. Voilà, on ne vous demande pas d'acheter des brosses à dents à la pharmacie à 5 €, mais déjà, ne serait-ce que voilà, une brosse à dents chez Lidl, mais il suffit qu'elle soit souple ou extra souple, et voilà, ça peut faire l'affaire. Lidl, elle dit au champ qu'il ne faut pas faire pub. Non, oui, pardon, je ne fais pas de pub. C'était pour dire du côté du scout. Bon, bref. Donc voilà. Mais... Donc, voilà. Et sinon, aussi, voilà, le fait de planifier, ça permet aussi de penser à la fréquence des soins. On vous a mis le petit exemple un peu provocateur, mais vous comprendrez qu'avec ce qu'on vous a fait faire tout à l'heure, ben, ça n'est pas tant que ça, que le patient, s'il a la bouche ouverte et qu'il a en plus de l'oxygène avec un masque à oxygène, il faut penser que ben, toutes les 20 minutes, un petit soin de goutte d'hydratation, ça pourrait être cool. Et vous allez me dire, mais c'est impossible, je ne peux pas être toutes les 20 minutes dans la chambre du patient. On en reparlera tout à l'heure de comment on peut faire. Alors, comment obtenir la coopération et l'accord du patient? Ce n'est pas un acte anodin, on est d'accord. Il faut s'intéresser à la bouche du patient dès son entrée. Comme je vous disais, on peut le noter dans le recueil de données avec les 2 items dont je vous ai déjà parlé. Avez-vous la bouche douloureuse? Avez-vous une bouche sèche? C'est vrai que on met en avant avec douceur, ça évite de dire bonjour, ouvrez la bouche. Alors bonjour, vous êtes incontinent, vous êtes continent, ouvrez la bouche, je vérifie l'état de vos dents. C'est sûr que là, si on aborde des choses comme ça, moi la première, je n'ouvrirai pas ma bouche. Par contre, si avec tact et bienveillance, on me demande si j'ai mal à la bouche ou si j'ai la bouche sèche, là, ça invite j'allais dire, à une alliance thérapeutique. Alors après, les techniques et tact sont indispensables. Je dis bien, le tact est indispensable. La première rencontre et la façon de proposer le soin conditionnera l'acceptation du soin par le patient. C'est ce que je vous disais il y a 30 secondes de ça. L'importance de prévenir et d'informer du déroulé du soin pour obtenir son consentement. Ça, il est vrai que si vous arrivez avec la brosse à dents, bonjour, ouvrez la bouche, bam, vous mettez j'y vais vraiment, là je suis dure dans mes propos, mais parfois c'est ce qu'on peut voir. Et puis vous brossez les dents sans avoir informé le patient, c'est de la maltraitance et c'est violent. Bon, la première, si vous ne m'expliquez pas ce que vous allez faire et vous venez avec la brosse à dents, je sais à quoi sert une brosse à dents. Ou alors, j'ai un autre exemple, vous allez chez le dentiste, s'il ne vous prévient pas de ce qu'il va faire, là, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de penser à la dernière fois qu'ils ont été chez le dentiste et sont en train de se redire, oui, effectivement, si on ne vous explique pas le soin qu'on va réaliser, ben, vous n'allez pas être en confiance et vous n'allez pas forcément vouloir ouvrir la bouche. Bien évidemment, il faut favoriser l'autonomie du patient, mais ça, vous savez, vous connaissez. Et oui, et il faut respecter son refus et le proposer ultérieurement. Comme je disais tout à l'heure, je vais le proposer, peut-être le patient va refuser, je vais y aller plusieurs fois dans la journée avec tact et bienveillance, il va refuser. Pourquoi? Peut-être parce qu'aujourd'hui, il est douloureux, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas envie, ce n'est pas dans ses habitudes de vie. Demain, Cathy va y aller, il va dire, oh, Cathy, elle me plaît bien, celle-ci, celle d'hier, moi, hein, wow, je n'avais pas trop envie, elle ne m'inspirait pas trop confiance, le soin sera fait. Par contre, on est bien d'accord, on trace s'il est fait ou s'il n'est pas fait. Comme je dis, il faut savoir passer la main et proposer des traitements antalgiques ou anxiolytiques à titre préventif. Ça, vraiment, soyez vigilants là-dessus. Pour ceux qui ont déjà eu une rage de dents, une rage de dents, pardon, vous vous en souvenez encore. Donc, quand on a mal aux dents, on ne vient pas triturer la bouche du patient comme ça. On calme la douleur, on anticipe. Vous savez anticiper, on sait tous anticiper.
et on fait notre soin. Parfois, du moins, souvent on me dit ok, mais comment on fait justement pour les patients qui ont des démences ou est-ce que tu peux expliquer un peu? On peut faire aussi, on peut faire les choses par mimétisme. Je regarde l'écran, mais par mimétisme. On mime, hein, vous savez tous mimer, j'en suis sûre. On mime le brossage de dents. On rassure le patient aussi. Et puis souvent, on y va plusieurs fois dans la journée. En fait, on se dit aussi, du moins que peut-être, alors là, on vous dit tout un tas de choses pour que ça se passe dans le meilleur des mondes et que ce soit bien fait. Après, on est bien conscient que des fois, on a nos propres limites, oui. Aussi bien en termes d'organisation que justement de réaction du patient. Et il y a des patients pour lesquels on n'arrive pas à accéder aux patients, que ce soit pour le soin de bouche ou pour autre chose. Mais voilà, en tout cas pour la bouche, il faut se dire que peut-être, ok, il y a peut-être qu'avec Séverine que le patient il arrive à se brosser les dents parce que quand elle est là, ça le rassure. Et tant pis, c'est une fois tous les 2 jours, j'en sais rien, je ne sais pas, ou c'est deux fois à la suite et pendant 3 jours, c'est pas possible. Mais c'est toujours mieux que rien en fait. Il faut aussi des fois se satisfaire de ce qu'on peut avoir, voilà, de ce qui est possible. Et en soins palliatifs, on sait beaucoup bricoler autour de ça, justement, de se dire, bon, ça, c'est pas possible, mais on fait ça autrement. On propose, voilà, proposer à des temps différents, comme on a dit, à le mimétisme. Pourquoi pas aussi leur faire faire en groupe, où vous pouvez faire avec le patient, apporter votre brosse à dents, à se brosser les dents devant, ou leur faire ensemble. Voilà, il n'y a pas de choses bêtes. Je pense que ça, vous savez très bien faire, de comment inventer, créer, trouver des propositions différentes. Et parfois, comme on dit, des fois, malheureusement, on aura beau tout inventer, ça ne marche pas. Donc, voilà. Après, aussi, on peut utiliser, voilà, s'il y a des patients pour qui la toilette c'est compliqué, qui sont sous midazolam parce que y a beaucoup d'appréhension des soins et tout ça, peut-être qu'on peut profiter de ce temps-là pour faire un bon soin de bouche. Il n'y en a qu'un dans la journée, mais on le fait et sur des autres fois, voilà, c'est pas possible. On pense bien à tracer et surtout, je pense à quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, on peut solliciter la famille. Il y a des familles qui souhaitent apporter leur coopération et qui sont partantes pour réaliser le soin de bouche. Donc, on est là aussi à titre formateur, j'allais dire. Oui. Donc, on peut leur montrer la façon de réaliser le soin de bouche et certaines familles sont même ravies de pouvoir le faire et d'apporter leur aide. Voilà. Donc là, on va vous parler du matériel. Voilà, donc les différents types de brosses à dents, mais ça vous connaissez. On a perdu un petit peu de temps, donc on va passer sur cette diapo-là. Hein. Vous avez les brosses à dents souples, vous avez les brosses à dents chirurgicales, électriques. Voilà, on s'adapte aux patients. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il faut choisir des brosses à dents souples ou extra souples pour éviter de léser les gencives chez nos patients qui sont souvent fragiles. Là, vous avez d'autres formes de matériel. Donc, vous avez déjà vu les brosses à dents et presque vous pourrez trouver dans vos structures ou alors peut-être les commander. Vous avez les bâtonnets et les cale-bouches. Moi, personnellement, le cale-bouche, mais ça, c'est vraiment, vous vous adaptez au patient. Les cale-bouches, je l'utilise très rarement. C'est vraiment en fonction de notre patient. Vous avez des bâtonnets qui sont en mousse. Vous avez des bâtonnets qui sont avec du coton. Type badigeon, c'est comme des gros cotons-tiges. Vous avez des bâtonnets qui sont déjà imprégnés de bicarbonate avec goût mentholé ou à la glycérine et au citron. Alors, et là, attention, la glycérine est un faux ami qui cartonne la bouche. Moi, personnellement, depuis on fait de la formation, Cathy et moi, on évite maintenant. En tout cas, on fait tester les produits et c'est vrai que ce type de bâtonnet déjà imprégné, c'est pas ce que les patients aiment le plus. Donc, on a déjà parlé du cale-bouche et des appareils tels hydropulseurs. Pardon. J'ai pas fait exprès. Alors là, c'est Cathy qui est fâchée, donc qui change la diapo. Je vais remettre. Bon. C'est bon, c'est sûr. Et vous avez aussi les gels dentaires, voilà. Mais je pense que vous avez eu le temps de lire la diapo.
Donc, le soin de bouche d'hygiène. Donc là, on vous montre deux petites images de la façon dont vous pouvez installer votre patient pour la réalisation du soin de bouche. Donc, et pour le brossage de dents, pardon. C'est vrai que moi je dis soin de bouche, mais tout est un soin de bouche pour moi. L'hydratation, le brossage de dents. Et là, voilà, vous avez deux diapos qui sont assez représentatives. En tout cas, vous vous adaptez au patient. Et vous proposez au patient le soin, vous lui parlez, vous lui expliquez ce que vous allez faire. Même si votre patient n'est pas coopérant aussi, il est réactif. En fait, au niveau du positionnement, ce qui est intéressant, pour le coup, on a du recul, donc on peut vous montrer. En fait, le soignant est vraiment sur le côté du patient. En fait, souvent, on a tendance à se positionner devant le patient pour pouvoir lui brosser les dents. Et en fait, ce n'est pas du tout ergonomique. Nous, c'est pas un geste qui est agréable pour nous, et aussi on peut plus facilement faire mal aux patients, pardon. Alors que si on se met à côté, en fait, on fait le même geste que si on était sur nous. Donc, c'est vraiment plus facile. Donc, forcément, si on est droitier, on se positionne à droite du patient et inversement pour la gauche. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire comme ça. C'est vraiment, vraiment plus facile. Alors, après, pour les soins de bouche avec les bâtonnets, c'est moins évident. Mais c'est mieux d'être devant et on n'a pas ces gestes de va-et-vient à faire, donc c'est plus facile. Oui. Mais vraiment pour le brossage des dents, pour l'avoir vraiment testé, c'est vraiment plus facile. Oui. Et on explique, à chaque fois, on explique au patient ce qu'on va faire et ce qu'on est en train de faire. Et on communique avec lui. Donc là, vous avez le brossage des dents, la façon dont il faut brosser. Donc, vous avez les photos qui sont assez représentatives. Donc, ça permet de redire que normalement, il ne faut pas faire de haut en bas ou par friction sur les côtés. En fait, normalement, on doit venir faire un petit mouvement circulaire, mais vous vous entraînerez à la maison. On a tous des très, très mauvaises habitudes en fait, au niveau du brossage des dents. C'est très dur de faire partir ces gestes inscrits. Voilà. Au niveau de l'appareil dentaire. Donc, c'est le moment où on rappelle qu'il ne faut plus laisser le dentier trempé dans un verre sur le bord de l'évier, tout sale avec la pastille de Stéradent. Tout d'abord parce que le Stéradent n'est pas là pour nettoyer le dentier, en fait, la prothèse dentaire. C'est pas magique, ça ne fait pas tout disparaître. Ça permet de retirer le tartre et de désinfecter en fait la prothèse dentaire seulement, et donc ça à faire qu'une fois par semaine, c'est suffisant. En attendant, il faut quand même nettoyer cette prothèse dentaire, et là, on utilise une brosse à dents qui est adaptée pour les appareils dentaires. Donc, vous voyez, elles sont assez spécifiques. Il y a un petit cône de l'autre côté pour brosser des interstices, en fait. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver même en supermarché des brosses à dents pour les prothèses dentaires. Pourquoi il vaut mieux acheter celles-là? Parce que elles sont adaptées et elles ne font pas de micro-rayures en fait sur la prothèse, et qui favorisent forcément le dépôt de bactéries et tout ça. Donc, vraiment, essayez d'utiliser les brosses à dents spécifiques. Et donc, on la brosse avec normalement du savon neutre. On évite d'utiliser le Tahiti douche goût Moneuil. Et c'est vrai. Donc, savon neutre. Pourquoi on n'utilise pas de dentifrice? Parce qu'en fait, le dentifrice a du sens sur les matières vivantes. Ça n'a aucun sens sur les matières inertes. Mais après, si vous n'avez que du dentifrice, ce n'est pas une faute que de l'utiliser. Et normalement, on remet la prothèse dentaire dans la bouche du patient. Avant, voilà, ça dépend les personnes dont vous vous occupez. Si c'est des personnes qui sont très âgées, qui ont des prothèses dentaires anciennes, forcément, voilà, c'était des prothèses qui devaient bien rester dans l'eau parce qu'elles avaient des matières plus rigides. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus souples, et si vous les laissez tremper dans l'eau, en fait, elles vont se déformer si elles ne sont pas dans la bouche du patient. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour éviter, d'ailleurs, si vous remarquez, normalement, on met de moins en moins
je sais pas, pâte à dents, comment on appelle ça? La colle. Pas la fixe. La colle pour appareil dentaire, normalement sur les nouveaux, il n'y en a pratiquement plus. Est-ce qu'on sait non, je ne sais plus. Bon, la colle pour l'appareil dentaire. Mais généralement, on en met de moins en moins, sauf si ça nous arrive parce que le patient justement a maigri et tout ça, on ne refait pas. Mais normalement, c'est très bien adapté à la bouche du patient. Et donc, si jamais, par contre, maintenant que vous savez ça, votre patient a l'habitude de dormir sans son appareil dentaire, en fait, il suffit juste de le ranger propre dans une boîte et de lui redonner le lendemain matin. Voilà. Il faut qu'il soit au sec. C'est bon. Donc, pour les rappels, donc on a dit priorité à la brosse à dents. Hein. Forcément, bien sûr qu'on peut faire avec les bâtonnets, mais c'est quand même mieux tant que le patient n'a pas de lésion dans la bouche d'utiliser la brosse à dents. Forcément, du dentifrice, que ça fait partie de la toilette. Donc, attention si vous faites la toilette avant le petit déjeuner, par exemple. Hein, souvent, notre tour de toilette, on commence assez tôt. Ça se peut que les patients n'aient pas déjeuné. Alors, soit, bien sûr, vous pouvez laver les dents du patient avant de manger. Anne-Marie qui nous écoute, elle ne peut pas faire son petit déjeuner sans s'être brosser les dents. Moi, par exemple, c'est l'inverse. Hein, je ne peux pas manger après avoir le goût du dentifrice dans la bouche. Je trouve que ça dénature les aliments, mais ça, c'est des habitudes de vie. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut brosser les dents après avoir mangé, en fait. Parce que sinon, en fait, votre patient, il va avoir les débris alimentaires toute la journée dans sa bouche, en sachant que normalement, on brosse les dents du patient minimum 2 fois par jour, c'est les recommandations, mais normalement, c'est après chaque repas. Là, si vous brossez les dents du patient avant qu'il mange, donc il va rester avec ses débris alimentaires au moins jusqu'au soir. Pour peu qu'en plus, le soir, ils n'aient pas eu le temps, il y a eu un souci, ils aient oublié, voilà, votre patient, en fait, ça fait un jour qu'il ne s'est pas lavé les dents. On va brosser les dents du patient, même si le patient est inconscient et s'il ne mange pas. Si jamais le patient a des troubles de la déglutition, ça veut dire qu'il n'est pas en capacité de recracher. Hein. Quand on ne peut pas avaler, on ne peut pas recracher. Donc forcément, on va éviter de mettre du dentifrice. Alors, ce n'est pas toxique comme ça une fois, 2 fois, mais si toute la journée, vous passez à manger du dentifrice et en plus, si vous faites des fausses routes, le dentifrice dans les poumons, je ne suis pas sûre que ce soit au bon endroit non plus. Vous pouvez totalement brosser les dents du patient avec que de l'eau. C'est l'action mécanique qui va faire que vous allez décoller les débris alimentaires. Et après, vu qu'il ne va pas être en capacité de recracher, il faut aller avec une compresse humidifiée, récupérer tous les débris qui se sont décollés. On le redit, j'espère que vous l'avez compris, plus d'antiseptiques dans la bouche du patient. Ce n'est pas parce que c'est rose et ça sent bon, je dis que c'est bon pour le patient. Non. Voilà, et bien sûr que si jamais, on l'a dit tout à l'heure, mais même si le patient est autonome, ce n'est pas une faute et de le mettre mal à l'aise que de vérifier avec lui s'il a du matériel pour assurer ses soins. Et encore, s'il a oublié sa brosse à dents ou s'il n'a pas eu le temps de la prendre, et si vous lui en fournissez une, je pense qu'il sera très content. La bouche sèche, donc c'est la xérostomie. C'est le nom scientifique de la xérostomie. C'est la xérostomie. Alors là, on vous a mis des exemples de bouche sèche. Donc, à quoi on reconnaît la bouche sèche là? Je ne sais pas si vous voyez bien, au niveau de la langue, la langue est plutôt mate en fait. Hein, vous voyez, elle ne brille pas ou très peu, que celle de en haut à gauche qui brille un peu. Donc, sur les 2 autres, il y a carrément une absence de salive. Sur celle du bas, elle est carrément dépapillée en fait. Hein, la langue, tellement elle est sèche, il y a des stries. Et après, vous avez les lèvres qui sont sèches. Là, ça, c'est des langues que vous avez déjà dû rencontrer dans l'exercice de vos fonctions. Donc forcément, là, le patient a soif. Hein, généralement, il a du mal à parler, il a du mal à avaler parce que il n'a pas de salive. Hein. Donc là, s'il est à jeun, on peut quand même lui hydrater la bouche. Hein. Donc, avec quoi on va hydrater la bouche? Avec quoi? Alors, avec tout type de boisson. Alors, surtout selon le goût du patient. De l'eau pétillante, du café, du thé, des infusions, différents jus, du soda.
Et attention, bien sûr, aux boissons acides. S'il y a des lésions au niveau de la langue ou des muqueuses, par exemple à l'intérieur des joues. Si le patient est conscient, bon, on le fait boire. S'il a des troubles de la déglutition, on pense aux boissons gélifiées. Alors, quand on pense aux boissons gélifiées, on fait bien attention que le patient ne les a pas gardées dans les joues. Parce que vous avez déjà remarqué qu'après, quand ça sèche dans les joues, ça fait des amas d'eau gélifiée, mais ça fait des petits cubes, j'exagère des petits cubes, mais en tout cas, ça fait des amas de dépôt dans la bouche du patient. Pardon, s'il n'est plus en capacité de déglutir, il faut tapisser la qualité de la bouche du patient avec un liquide. Donc, vous pouvez lui faire son soin de bouche et après, par exemple, finir, si le patient est amateur de café, vous pouvez tapisser la qualité buccale avec du café, avec du jus, de fruits, avec des choses qu'il aime, hein, bien sûr, hein, avec du champagne, avec, voilà. Ça, vous vous adaptez au patient. Et vous pouvez faire ça à l'aide du bâtonnet mousse que vous avez à droite de votre écran. Voilà. Non, c'est moi. C'est juste pour vous rappeler que là, on parle bien du soin de bouche d'hydratation, en fait. Là, vous allez me dire, oui, mais on va salir la bouche du patient avec tout ça. Si on va bien tapisser une bouche de café, par exemple, votre patient, il va avoir des dents jaunes et sales, quoi, du moins. Et là, le but qu'on vient rechercher, ce n'est pas d'aller nettoyer la bouche du patient, mais c'est comme si vous lui faisiez boire. En fait, hein. Vraiment, le premier soin de bouche d'hydratation, en fait, c'est de faire boire son patient. C'est juste qu'en fait, ça devient, entre guillemets, un soin de bouche d'hydratation du moment où le patient n'est plus en capacité de boire seul. Voilà, donc soit on vient tapisser avec des choses qui restent plus dans la bouche, soit voilà, des liquides. Mais donc, entre ces soins de bouche d'hydratation, il ne faut pas oublier d'aller nettoyer la bouche du patient. C'est deux choses différentes. Et juste pour rebondir, cette fois-ci, c'est moi. Sur le champagne, bien sûr qu'on peut faire des soins de bouche. Finir le soin de bouche, oui. Au champagne, au vin, à ce que vous voulez. Attention aux boissons alcoolisées, pas par rapport au fait de l'état d'ébriété ou de dire qu'il ne faut pas consommer de boissons alcoolisées, mais plutôt que de dire que vu que c'est l'alcool, l'alcool attire l'eau en dehors des cellules, hein, donc ça assèche la bouche. Donc attention, voilà, on ne peut pas faire un soin de bouche d'hydratation qu'avec des produits alcoolisés, donc tout simplement déjà aussi s'il y a des lésions, mais sans parler des lésions. Voilà, ça va finir par assécher la bouche. Là, on vient chercher plutôt le côté du goût de nos patients. Du confort, voilà, du goût. On est vraiment aussi, voilà, comme au départ, on vous disait au niveau de l'alimentation, le patient, s'il a des troubles de la déglutition ou si jamais, par exemple, je ne sais pas, il est en occlusion et qu'il ne peut plus manger et boire, c'est comment lui apporter aussi cette sensation de plaisir qu'on n'a pas assez insisté au début, peut-être sur ça, mais voilà, au niveau de la bouche, il y a quand même énormément de plaisir, et dont l'alimentation et la boisson quand même, et c'est comment lui rapporter du plaisir autrement en lui hydratant la bouche. N'oubliez jamais que le soin de bouche, c'est un soin de confort. Donc, n'oubliez pas vos 21 secondes à respirer par la bouche. Qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez vous hydrater la bouche. Pourquoi? Parce que vous aviez la bouche sèche, mais c'était pour aussi, pour que ça redevienne confortable au niveau de votre bouche. Le patient, c'est ça. Ensuite, vous pouvez, pour continuer sur la diapo, vous pouvez faire mâcher au patient des fruits frais aussi. Ah oui. Vous pouvez également vaporiser la bouche de votre patient avec le vaporisateur et on évite le brumisateur. Pourquoi le brumisateur, on l'évite, Evelyn? Parce qu'il y a du gaz dans le brumisateur. Et le gaz peut assécher la bouche de votre patient. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience des brumisateurs. Donc, c'est des bombes qu'on achète en aérosol qui envoient de l'eau. Si vous en mettez des fois l'été sur vous et tout, peut-être que vous avez déjà senti, après, ça fait comme une sensation d'effet un peu cartonné, comme si vous étiez un peu figé quand ça sèche. Ben, en fait, c'est le gaz qui est à l'intérieur qui fait ça. Donc, ça fait la même chose à l'intérieur de la bouche de vos patients. Après, on est d'accord, on fait avec ce qu'on a. Mais l'idéal, c'est les vaporisateurs.
Et les vaporisateurs aujourd'hui, avec toute l'ère on fabrique nos produits nous-mêmes, on en trouve partout, ça ne coûte pas cher. Et on peut vraiment y mettre le liquide qu'on veut à l'intérieur. Il suffit de le nettoyer après. Vous pouvez passer au lave-vaisselle, il peut être désinfecté. Moi, franchement, je pense que c'est des bons investissements dans les services. Au niveau de l'hydratation, après, on peut bien sûr aussi utiliser des dispositifs médicaux. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Qui est souvent utilisé, en tout cas du côté médical, qui va être prescrit parce qu'en plus, il est remboursé, c'est l'Equasial. Mais attention, ce n'est pas qu'un produit hydratant à queue, quoi. On va reparler après de comment on peut protéger les muqueuses avec le côté lubrifiant. Là, c'est vraiment ce rôle-là qui vient faire. Donc, on ne va pas l'utiliser beaucoup de fois dans la journée, 3-4 fois maximum. Attention aussi, c'est un spray endobuccal qu'on utilise et on fait un spray à l'intérieur des joues. Donc, un spray de chaque côté. Il faut que le patient soit en capacité d'aller récupérer avec sa langue en fait, le produit à l'intérieur des joues et de l'étaler. Là, je ne suis pas très près, donc je ne sais pas si vous me verrez, mais en fait, vraiment, voilà, le patient prend comme ça. Après, passe tout comme ça, sa langue partout. Donc, s'il n'est pas en capacité de le faire, ben, il faut aller pchiter votre produit sur un bâtonnet, une compresse et le faire à sa place. En fait. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser des gels humectants. Donc, il y en a plusieurs. Il y a l'Hydral, le BioExtra. Donc, on n'a aucune participation des laboratoires pour ce genre de choses. On vous conseille des choses qu'on a eu l'occasion d'utiliser et qui sont, voilà, dont on a eu des retours positifs des patients. Donc, ils ont des facultés hydratantes. Il y a des enzymes aussi. Ils reviennent un peu recréer, on pourrait dire, un substitut salivaire. Quoi. Oui, oui. Donc, ça permet de maintenir un bon pH. Voilà. Donc là, sur le PowerPoint, j'ai marqué 3 à 4. Mais en fait, on peut aller jusqu'à 8 fois. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs présentations possibles. Donc, il y a des gels, il y a des sprays, il y a des bains de bouche, il y a des dentifrices. Voilà, vraiment, il y a des choses différentes. Il faut trouver ce qui est le plus adapté aux patients. Ça ne coûte pas plus cher qu'un bon dentifrice en pharmacie. Donc, voilà. Des fois, les hôpitaux sont dotés. Pardon. Par exemple, nous, maintenant, à l'hôpital, on a du BioExtra. Voilà, sinon, à voir avec les familles s'ils peuvent en acheter. Alors, comment protéger les muqueuses et les lèvres? Donc, vous pouvez les protéger avec de la vaseline ou de la vaseline liquide sur les lèvres, hein, bien sûr, sans oxygène. L'huile alimentaire au goût du patient, ça on en revient toujours au goût, selon le goût du patient, donc olive, noisette, tournesol, de l'huile alimentaire, hein, on précise encore une fois. Sur les lèvres du patient, attention, la vaseline, pas de stick avec de la glycérine, ça assèche encore plus. Du beurre, ça c'est pour Anne-Marie. Hein. Le Lanzoil aussi, qui a d'autres utilités que d'être un laxatif. Il a un petit goût de framboise et il aide pas mal pour hydrater ou enlever les croûtes des lèvres, même les croûtes à l'intérieur de la bouche des patients. C'est du gras en fait, voilà. C'est que de la paraffine, le Lanzoil. Et pourquoi le beurre? Parce que notre amie Anne-Marie est de Bretagne, mais pas que pour ça. C'est aussi un des premiers nutriments. En tout cas, pour les gens qui sont à domicile, souvent, voilà, c'est des choses qu'on a aussi dans les frigos, dans les placards, l'huile alimentaire, le beurre. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut plus facilement utiliser. Mais pourquoi pas aussi s'en servir dans les services. Hein. Souvent, on a des petites plaquettes de beurre pour le petit déjeuner. L'huile alimentaire, on peut aussi se dire pourquoi pas investir dans une bouteille d'huile avec la cagnotte du service. Voilà, la dernière fois, j'ai eu une question de comment on fait pour. Ils voulaient protocoliser le fait d'utiliser des huiles alimentaires dans le service. J'ai dit, mais pas tout protocoliser. Et puis, on peut aussi avoir une grande bouteille d'huile et rentrer dans les petits pots qu'on utilise tout. On a tous fait ça, hein, utiliser des petits pots pour les prélèvements, de mettre, on divise par patient et on ne rentre que le petit pot dans la chambre du patient. Voilà, on ne rentre pas la bouteille entière. Donc, on évite tous ces échanges-là, ces discussions, ces protocoles.
Comment stimuler la production de salive? Donc, vous pouvez le faire avec des glaçons, des boissons acidulées, des fruits frais aussi, des eaux pétillantes et pincement du bout de la langue. Si vous pincez le bout de votre langue, ça va aider à la stimulation salivaire. Donc ça, à la rigueur, on le fait moins, mais on peut apporter de l'eau pétillante, des glaçons, des bonbons acidulés et des fruits frais. Bien sûr, vous ne pensez pas vous-même la langue du patient. Non, voilà. 3h05. Alors, donc, on va aussi, quand on a la bouche sèche, en fait, il va falloir penser à tamponner le pH de la bouche du patient. Pourquoi? Parce que dans la salive, habituellement, forcément, il y a des enzymes, mais aussi, la salive est un élément basique qui vient réguler le pH de la bouche. Hein, quand on vient manger, on apporte de l'acidité et la salive permet de ramener au pH physiologique, en fait. Donc, si vous avez la bouche sèche, bien sûr, la salive ne fait pas son effet. Donc, vous avez un pH acide et vous développez des mycoses. Donc, c'est important de venir pallier à ça et de faire vraiment des bains de bouche au bicarbonate. Souvent, les gens ne savent pas à quoi ça sert, pourquoi on fait des bains de bouche au bicarbonate. Tout simplement parce que ça vient, c'est une base et ça vient ramener le pH à la norme de la bouche du patient. Donc, il existe plusieurs façons. Soit il y a la poudre, soit il y a des flacons qui sont déjà prêts. Après, vous avez aussi les bicaromes qu'on peut acheter. C'est des petits comprimés à faire fondre dans l'eau. Donc, parfois, il y a des parfums, des fois, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ils sont assez pratiques à utiliser et c'est ce qu'on utilise maintenant de plus en plus, hein, les plastiques de bicarome. N'oubliez pas sur votre flacon de bicarbonate, 48 heures après ouverture. Hein. C'est important. Si vous en avez à domicile, n'hésitez pas à le mettre dans le frigo du patient. Ça peut être. Mais normalement, si on le fait correctement, c'est-à-dire si on le fait 4 fois par jour et qu'on fait normalement, c'est un verre de bicarbonate, donc il faut normalement gargariser pendant longtemps. Hein, c'est pas juste on fait 3 trucs et on vous crache et c'est fini. Normalement, il faut permettre que ce soit vraiment en contact dans la bouche. Normalement, la bouteille, elle ne doit pas faire plus longtemps que 48 heures. Si elle est encore là, c'est qu'on n'en a pas assez fait. Alors, s'il y a l'utilisation de l'oxygène, de l'O2, pour favoriser le port des lunettes si possible, augmenter la fréquence des soins et l'hydratation, ne pas utiliser les corps gras car risque de brûlure, ça on ne vous apprend rien, hein. Utiliser des produits aqueux, tels que boissons gélifiées, lubrifiants aqueux pour les sondes urinaires. Différentes marques. Voilà, on vous a mis là, Greg, Gilka, Optilub, et les dispositifs médicaux. Donc, soin de bouche, l'hydratation et de confort, l'affaire de tous. Ça, on insiste, hein, c'est vraiment l'affaire de tous. Soignants, mais aussi des médecins. On a noté. C'est un soin. C'est vraiment il faut insister, Séverine, ne dis pas ça. Un soin court et simple. Le soin de bouche est de l'affaire de tous. Ça, vraiment, en plus, ça reste notre cheval de bataille. Hein. Infirmière, aide-soignante, interne, médecin. En fait, toute personne susceptible de pouvoir rentrer dans la chambre du patient pourrait faire un soin de bouche. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste soit à faire boire le patient, soit à aller badigeonner à l'intérieur de la bouche du patient, soit avec, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on peut donc soit utiliser un bâtonnet, soit si on n'a pas de bâtonnet, parce qu'il y en a peut-être plein là qui se disent, mais comment on fait si on n'a pas de bâtonnet? On utilise la brosse à dents du patient, d'où c'est important de l'avoir, et on ouvre une compresse et on enroule autour, et ça fait un bâtonnet quand même. Donc voilà, il faut aller imbiber la compresse, le bâtonnet, et après on vient tapisser à l'intérieur de la bouche. D'abord on fait l'intérieur des joues, après on fait ouvrir palais et langue. Pourquoi dans ce sens-là? Comme ça on évite de déclencher le réflexe nauséeux si jamais on allait un peu trop loin et de brusquer le patient. Et de laisser la compresse dans la bouche. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc forcément, il faut montrer au moins une fois à tous ces gens. Mais sinon, tous ces gens sont capables de le faire. Donc, tout à l'heure, quand on vous disait toutes les 20 minutes, il faut passer dans la chambre du patient, forcément, ce n'est pas vous qui allez passer toutes les 20 minutes. Mais peut-être que si
Si vous rentrez, parce que souvent ces patients à qui on doit passer toutes les 20 minutes, on est d'accord, Séverine, les trois quarts du temps, c'est des patients en fin de vie, Oui. à qui on ne fait pas autre chose. Donc, généralement, si on a suivi un peu, on a arrêté peut-être de prendre les constantes, peut-être qu'ils n'ont plus de médicaments Péros. Donc, il y a des actes qu'on fait moins. Peut-être que c'est des toilettes qu'on fait à minima où on insiste plus, par exemple, sur les massages ou des choses comme ça. Donc là, par exemple, le soin de bouche, pour moi, est une priorité dans cette toilette-là. Ça fait partie du confort du patient et d'un des soins primordiaux pour le patient, même si vous y allez plusieurs fois dans la journée. Ce sera peut-être plus intéressant d'aller faire un bon soin de bouche et de prendre du temps que d'avoir lavé les jambes et les pieds du patient. C'est comment aussi on se décale de nos habitudes, en fait, on prend du temps pour certaines choses et en donner du temps pour d'autres. Peut-être que quand vous faites votre tour de constante le matin, certainement à ce patient-là, vous ne lui prenez pas les constantes, mais à la place, vous allez y rentrer pour y faire son soin de bouche. Donc, c'est voilà comment on se décale. Et donc, un coup, c'est vous, un coup, après, c'est les soignantes qui distribuent le petit déjeuner, peut-être. Le patient, certes, il ne mange pas, mais vous lui faites un soin de bouche. Pareil, quand on vient relever le plateau, vous pouvez imaginer toutes les fois. Quand on parle de soin de bouche, là, pour le patient, je rejoins Cathy, c'est au moins hydrater la bouche du patient. Hein. Oui, là, c'est hydrater, voilà. Soin de bouche d'hydratation. Oui. Je vais avancer un peu vite parce qu'on prend du retard. Donc, on peut aussi solliciter la famille, ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, et les initier dans la façon de réaliser le soin de bouche. En plus, il y a beaucoup de familles qui sont contents de participer et d'aider à leur manière. Donc, la bouche sale et malodorante. Donc, normalement, je devais vous décrire les langues, mais je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Sale et malodorante. Donc, sale, c'est sûr. Malodorante, heureusement, on a l'écran, mais on imagine que malheureusement, les patients n'ont pas une bouche odorante. On voit l'épaisseur de la croûte sur les langues des patients. Donc, comment on fait pour nettoyer cette bouche? Donc, forcément, en premier, c'est indispensable, il faut faire un soin de bouche d'hygiène. Et après, comment on peut nettoyer la langue? Donc, on va chercher à faire de la détertion chimique, pas mécanique. Donc, vous pouvez utiliser de l'ananas, qu'il soit frais ou en boîte. L'intérêt là est d'utiliser l'effet de la papaïne, qui est une enzyme qui est dans l'ananas, qui va venir nettoyer la bouche. Le coca, l'eau pétillante. On peut utiliser aussi des bains de bouche d'eau oxygénée. Donc, c'est une cuillère à café dans un verre d'eau. Après, il faut rincer. On fait ça à peu près 2 fois par jour. Donc, il y a des croûtes. Comment ramollir les croûtes? Vous pouvez utiliser de la vaseline, de l'enzoï, du beurre, de l'huile alimentaire, des gels bucco-humectants, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Vous tapissez la cavité de la bouche de votre patient plusieurs fois dans la journée jusqu'à ablation des croûtes. Il faut bien que ce soit ramolli pour pouvoir les enlever. Hein. Ça n'a pas été… on ne tire pas dessus. Non, surtout pas, parce que sinon, vous allez recréer une nouvelle croûte puisque vous allez en enlever une, ça va saigner, il va falloir… voilà. Et bien sûr, attention aux fausses croûtes, on installe notre patient. Au final, ces bouches, forcément, sont sales. Donc, aussi, il y a des bactéries qui sont présentes. Forcément, quand on a la bouche sèche, on sent mauvais de la bouche parce que on a la salive qui ne fait plus son rôle. Là, dans la bouche sale, ça sent mauvais aussi parce qu'il y a des bactéries. Donc, c'est le seul moment où vous avez le droit d'utiliser des antiseptiques. Il va falloir quand même aller nettoyer un peu cette bouche et retirer les bactéries qui sont trop présentes. Donc, il existe plusieurs possibilités. Il y a la bétadine bain de bouche, le bain Roex, les Ludril, l'extrime, on ne les a pas tous remis. On peut aussi faire des bains de bouche au flagyl. On peut utiliser le gel de Bucca. Donc, qu'est-ce que c'est le gel de Bucca? Donc là, vous avez le Buccarum qui est sur le PowerPoint, pardon, qui est fait par le Pranarum. Pareil, on n'est pas là pour leur faire de la pub, mais à notre connaissance, il n'y a que eux aujourd'hui qui le fabriquent directement et qui le commercialisent comme ça. Sinon, en fait, c'est des préparations en pharmacie. Donc, c'est fait à base d'huile essentielle et ça permet de nettoyer et de réhydrater la bouche. Donc, souvent, c'est assez apprécié par les patients. Ou sinon, on peut utiliser les huiles essentielles de menthe ou de citron 15 minutes dans un verre d'eau, un bain de bouche,
qui permettent voilà, de rafraîchir la bouche. Voilà. Donc, on va remettre le son. Non, arrêter le partage peut-être. Merci beaucoup, mesdames, pour votre intervention. Alors, effectivement, place aux questions. Il y a beaucoup de questions. Êtes-vous prêtes? Ou préférez-vous prendre une petite gorgée d'eau avant tout? On n'a pas de bouteille. On n'a pas donné d'eau. Alors, donc, première question, c'est une question de Tiffaine Salmon qui souhaite connaître les posologies utilisées lors des soins de bouche avec des corticoïdes et de la morphine en cas de bouche douloureuse. Alors, ouais, on vous les renverra par mail. Après, par exemple, les corticoïdes, à ma connaissance, c'est vraiment des petites doses et c'est en fonction aussi de la gravité. De toute façon, généralement, les corticoïdes ils sont plutôt utilisés voilà, dans le soin de bouche douloureux pour diminuer l'inflammation dans le cas des mucites. Au niveau des morphines, je ne sais plus, je crois que c'était 2. Je ne sais même pas si on n'a pas écrit sur ça. C'est un paquet. La dissolution, c'est ça. Mais on vous le renverra s'il faut. Je n'ai pas de tête non plus. Donc, On a noté que les questions sans réponse, de toute façon, sont enregistrées et on pourra vous répondre. Vous passez par la SFAP et toutes les questions seront transmises même en dehors du webinaire, hein, de toute façon. Oui. Voilà. Question suivante, c'est Aurélie Garcio qui pose la question. Bonjour, cela semble-t-il logique que la personne, alors c'est une remarque plutôt, qui accompagne un patient pour des soins d'hygiène le matin, qu'elle soit IDE ou aide-soignante, inclut soins de bouche, et c'est bien dommage que les soins de bouche médicamenteux n'aient pas été intégrés au nouveau référentiel aide-soignant. C'est une remarque. Donc en fait, elle regrette que le soin de bouche médicamenteux ne soit pas encore dans les prérogatives des aides-soignants. Séverine, un commentaire? J'allais dire, l'infirmière va nous déléguer le soin, on va le faire quand même. Donc, oui, voilà. Du moins, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas officiel. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Que ce soit, mais ça ne résout pas le problème. De toute façon, je ne suis pas sûre que si ça a été inscrit Ça dépend quelle structure. Il y a des structures où, du coup, le soin de bouche va peut-être médicamenteux, sera plus facilement fait. Il y a bien certaines structures. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour des patients sous oxygène. Ce point a attiré l'attention de pas mal de spectateurs et peut-être faudrait revenir notamment sur les lèvres sèches des patients qui sont sous oxygénothérapie. Se pose la question, beaucoup de questions ont été posées autour des corps gras et notamment la prise en charge des croûtes d'un patient qui serait sous masque à haute concentration. Si jamais le patient a des lunettes, il peut avoir un corps gras sur les lèvres. Normalement, à moins qu'il soit voilà. Mais par contre, le masque, en fait, je crois qu'on a répondu à la question avec les différents exemples qu'on vous a donnés, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les produits à queue possibles. Donc, malheureusement, un patient qui est sous masque à haute concentration, il a un débit très fort d'oxygène et que c'est la régularité. C'est un patient chez qui il va falloir passer très régulièrement, hydrater la bouche. Donc, ce n'est pas une fois le matin, une fois le soir. Il va falloir passer peut-être toutes les heures avec des produits à queue, donc, comme tous ceux qu'on vous a cités, que ce soit ça va de l'eau au dispositif médical, voilà, au lubrifiant, à l'eau gélifiée. Voilà. Si le patient a la capacité de déglutir, faites-les boire. Et voilà, si c'est des croûtes, forcément, on va plutôt utiliser tout ce qui va être, entre guillemets, épais, donc plutôt tout ce qui va être visqueux. Donc, soit les dispositifs médicaux à base de gel, des gels lubrifiants, l'eau gélifiée, voilà, pour que ça reste plus longtemps, en fait, dans la bouche et en contact avec les croûtes. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Est-ce que c'est bon?
Il y a des éléments de réponse. Après, c'est un débat. Et hélas, malheureusement, le débat n'est pas possible. D'ailleurs, il y a une question de Magali Robin. Est-ce que le bicarbonate à 1,4% est sur prescription? Les pastilles de bicarome sont-elles à utiliser sur prescription? Est-ce que c'est sur prescription ou pas? Bonne question. Les pastilles, non, dit Séverine. Non. Après, le bicarbonate est un médicament. Donc, comme vous pouvez, c'est pareil partout, en fait, si vous l'utilisez à domicile, comme tout un tas d'autres médicaments, vous pouvez les utiliser et les acheter sans prescription médicale. Or, quand vous êtes en service, il faut quand même ça vous empêchera de le... Ouais, je voulais juste dire que le bicarbonate, je pense au litre, doit coûter moins cher à Intermarché que le coca que le bicarbonate. Ce qui est intéressant à domicile, quand on a du coca, il est au frigo. Le bicarbonate, quand on n'a pas marqué la date d'ouverture, on se retrouve encore une fois quand on fait des prélèvements avec des produits qui sont... c'est un vrai bouillon de culture. Donc, à domicile, quand vous pouvez avoir du coca, coca light, coca décaféiné, tout ce que vous voulez, on s'en fout. C'est l'intérêt du bicarbonate. Mais plutôt que de demander aux familles d'aller chercher en pharmacie des produits, le Coca-Cola dans le frigo marche très bien. Et on est sûr que la dernière bouteille est ouverte il n'y a pas très, très longtemps. Alors, il y a une autre question par rapport au bicar, toujours, d'un spectateur anonyme. Il a voulu rester anonyme, ce spectateur. Est-ce qu'en systématique, qu'en pensez-vous? Le bicarbonate en systématique? En systématique, oui. Eh ben, en fait, du moins, ça a de sens que si on sait pourquoi on le fait, en fait. Du moins, j'ai fait une formation comme ça dans un service où, de façon systématique, c'était protocolisé. En fait, à l'entrée du patient, il y avait du bicarbonate dans la chambre du patient. En fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, le bicarbonate va venir retamponner le pH de la bouche. Donc, est-ce que c'est des patients qui sont susceptibles d'être fragilisés avec une bouche sèche, avec des traitements médicamenteux qui assèchent la bouche? Des patients en chimio, oui, ça va être en systématique. Bon, voilà. Systématique. Pourquoi les patients en chimio, ça va être systématique? Suite à la chimio, il y avait une altération de l'état général du patient, d'où une altération de la flore au niveau de la bouche. Ouais. Comme en fait, vos patients ils sont altérés, immunodéprimés par la chimiothérapie. Aussi, la chimiothérapie crée des bouches sèches. Donc, forcément, ramener du bicarbonate va permettre à vos patients d'avoir un pH correct dans la bouche. Donc, sèche et favorise les mycoses buccales. Donc, voilà. D'où l'intérêt. Ça a du sens. Ça a du sens si on comprend pourquoi on le fait. Si vous avez un patient qui rentre, je veux dire, parce qu'il a une fracture de la jambe, ce patient-là, je ne suis pas sûre que de façon systématique, ce soit pertinent de lui faire des soins de bouche au bicarbonate. Voilà, faut savoir pourquoi on le fait. Oui. J'espère qu'on a été assez clair. Oui, oui, moi je trouve ça clair. Virginie, qui pose une question, alors parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, et d'ailleurs, il y a un enthousiasme, ça ne s'entend pas, mais c'est limite si les gens ne crient pas, tellement ils sont contents, ils vous remercient pour la qualité de votre prestation. Et Virginie a lu dans les commentaires, bonjour, j'ai vu dans les commentaires en soins palliatifs, un soin de bouche au Ricard. Est-ce que c'est un intérêt particulier? Ah oui, je pense qu'on y a répondu aussi tout à l'heure. Oui, Ricard ou Pastis, peu importe. C'est un intérêt pour le patient. Il faut aimer la liste. Mais voilà, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on l'a repris. Un soin de confort, un soin. Voilà, quand on vient chercher le côté du goût, en fait. Là, on vous a parlé du soin de bouche d'hydratation pour venir pallier au manque de salive, au fait d'avoir la bouche ouverte et tout ça. Et aussi, on vous a parlé du fait que les patients qui sont plus en capacité de déglutir, ils ont plus plaisir justement de boire leur Ricard. Le plaisir du goût. Voilà. Là, on vient chercher ça. C'est pour ça qu'on vous a proposé dans le côté du soin de bouche d'hydratation les boissons que le patient aime. En fait, c'est parce que, bien sûr, on vient allier efficacité et plaisir, entre guillemets.
Ensuite, une autre question de Muriel Delakis. Lors de risques importants de fausse route, est-ce que l'on peut tremper la brosse à dents dans une eau bicarbonatée à la place du dentifrice? Oui, vous pouvez utiliser directement avec le bicarbonate, mais normalement, on peut, du moins, j'aurais fait d'abord à l'eau et après utiliser le bicarbonate après, quoi. Du moment qu'il y a l'action de brosser. Oui. C'est juste qu'en fait, là, on n'a pas fait le côté médicamenteux, donc on n'a pas insisté sur ça, mais il faut attendre normalement à peu près 20 minutes que le bicarbonate ait fait son action. Généralement, voilà, si pour vos patients qui ont de la fongisone et du bicarbonate, il ne faut surtout pas les mélanger, et il faut attendre minimum 20 minutes entre les deux, parce que il faut laisser le temps au bicarbonate de faire son effet. Donc, voilà, si jamais vous allez brosser les dents du patient avec l'eau bicarbonatée et qu'après, vous allez, entre guillemets, ramasser les débris avec votre compresse, peut-être que le bicarbonate, vous allez un peu le retirer, quoi. Donc, le but, voilà, c'est plutôt de le faire peut-être à la fin. Une autre question d'Oriane Pignon. Donc, vous l'avez évoqué, mais ça vaut peut-être, c'est peut-être utile de revenir dessus, puisque Oriane Pignon insiste sur le fait, au moment d'une fin de vie imminente, donc en phase agonique, lorsque les patients notamment sont comateux, la mauvaise haleine s'installe malgré des soins de bouche réguliers. Auriez-vous une technique? Il faut aller voir le patient plus souvent. Plus on va passer, plus on va réaliser le soin de bouche et moins il y aura cette mauvaise haleine. Le gel de Bucca peut être assez efficace. Mais il faut y aller régulièrement. Plus tu y vas, et ça pour l'avoir testé. Ouais. Et après, aussi, il y a des odeurs qui ne viennent pas que de la bouche directement. Il y a aussi des odeurs qui viennent de l'estomac et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Et si c'est inconfortable, même au niveau de la chambre, tu peux utiliser du Flagyl que tu peux mettre sur des compresses, par exemple dans la chambre du patient, et ça atténue l'odeur. Aussi, des fois, on peut aussi utiliser, du moins, voilà, il y a certains services de soins palliatifs qui s'équipent, voilà, des petites pour diffuser des huiles essentielles. Du moins, aussi, vous pouvez mettre des huiles essentielles sur une compresse et dans la chambre, voilà, sur le radiateur si c'est l'hiver. Du moins, voilà, on peut aussi utiliser d'autres façons, voilà, si c'est dans l'environnement. Et dans la bouche directement, oui, c'est soit utiliser, je pense que les huiles essentielles, c'est pas mal, ou le gel du Bucca, voilà, ça laisse des odeurs. Mais en plus, augmenter la fréquence des soins de bouche. Parce que plus la bouche de ton patient sera hydratée et ça va diminuer la mauvaise odeur du. Je lisais une question. Alors, il y a une question qui brûle les lèvres de plusieurs personnes et que Adeline Page et Valérie Termotte ont osé poser. Pourquoi on ne peut pas mélanger le bicard et la fingisone? Et est-il possible de faire bicard-fingisone sérum Phi? Alors, pourquoi on ne peut pas mélanger? Tout simplement parce qu'il y a des études pharmacologiques qui ont été faites. C'est pas nous, on ne l'a pas inventé. Le bicarbonate et la fingisone, quand elles sont mélangées, annulent leurs propriétés, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les mélanger. C'est comme si vous ne faisiez rien, donc ne gaspillez pas votre temps. Vous avez l'impression d'en gagner, mais en fait, vous en perdez parce qu'au final, les produits deviennent inactifs. Ouais. Et les études ont prouvé que le temps de pause de la fongisone et ensuite, l'inverse, le bain de bouche, le soin de bouche avec le bicarbonate et le temps de pause après de la fongisone, pour traiter les mycoses buccales, ont révélé qu'ils étaient efficaces. Tandis que la préparation, ça ne marche pas. Voilà. Et pour répondre à la deuxième question, en fait, à quoi servirait le sérum physiologique? Le suspense reste entier. Valérie va peut-être nous répondre. Alors, donc, en attendant, une autre question. Vous n'avez pas... Alors, c'est la Martinière qui évoque le fait que vous n'avez pas abordé la possibilité d'humidifier la bouche en permanence avec une girafe. Encore faut-il que le patient déglutisse, hein, parce que souvent ça entraîne de l'eau et il faut vraiment que le patient soit sûr qu'il puisse bien déglutir. Pour répondre à c'est quoi
Ça ressemble un peu à un espèce de gros aérosol en fait sur un pied. Un nébulisateur. L'eau peut stagner, donc c'est. Voilà, tu vois. Après, pareil, on pourrait se dire qu'on met un aérosol d'eau, mais au final, le fait de l'air, en fait, n'apporte rien de particulier. Il vaut mieux passer régulièrement. En fait. Tu vas être plus efficace si tu fais le soin toi-même. Parce que là, il y a vraiment des risques. Hein. Si tu garantis que tu vas pouvoir retourner rapidement la jambe de ton patient, pardon, j'en perds le souffle. OK, mais sinon, il risque d'y avoir, tu sais, ça va stagner au niveau, voilà, au fond de la gorge et il peut y avoir une fausse route. Une autre question de Mariam Boulel. Bonjour, en cas de soins douloureux, présence de lésions par exemple, en plus de la lidocaïne en crème, existe-t-il d'autres solutions ou d'autres moyens afin de faciliter les soins de bouche? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du tout des soins de bouche médicamenteux. C'est la prochaine formation. Voilà, ce sera la prochaine fois, mais on va quand même essayer de répondre à la question. Déjà, la première chose, c'est faites attention quand vous utilisez tout ce qui va être anesthésique, c'est-à-dire qu'il va falloir l'utiliser à distance des repas, hein, parce que forcément, ça va entraîner des troubles de la déglutition. Et donc, généralement, on alterne des soins de bouche antalgiques locaux. Donc là, antalgique, donc on va viser justement tout ce qui va être anti-inflammatoire, que ce soit, on peut utiliser de l'aspégique en bain de bouche ou des corticoïdes, ou alors des morphiniques en bain de bouche. Après, n'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser des antalgiques par la voie générale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le patient a mal à la bouche qu'il ne peut pas prendre du Doliprane ou sinon, s'il est perfusé, on peut le passer. Voilà, par voie générale, en tout cas pas locale. Voilà, et on va réserver tout ce qui va être anesthésique à distance des repas, plutôt après, par exemple, je ne sais pas, votre patient a réussi un tant soit peu à manger parce qu'avant qu'il mange, vous lui avez justement donné un antalgique ou mis en antalgique en local qu'il ait fait un bain de bouche corticoïde ou morphinique. On peut imaginer qu'on va après passer la lidocaïne avant de lui brosser les dents, avant de lui faire un bon soin de bouche d'hygiène, attendre que ça fasse effet et après pouvoir bien lui nettoyer la bouche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va devoir malheureusement arrêter parce qu'il est. Alors Anne-Marie, il y a des questions. Anne-Marie, il y a beaucoup de questions par rapport à l'éventail. S'il est possible de le commander auprès du site de la SFAP. Alors le document va être mis en ligne sur le site de la SFAP, donc déjà il va être téléchargeable assez rapidement. Donc ça c'est une première chose. Et puis on va vous envoyer avec le lien pour avoir l'enregistrement d'aujourd'hui, la possibilité de le commander à la SFAP. On va vous donner toutes les informations. Et puis, comme disaient Cathy et Séverine, l'idée, c'est de faire une deuxième partie qui sera plutôt sur le OT avec les thérapeutiques. Mais on va faire ça vu le nombre de demandes. Et puis, n'hésitez pas à poser encore vos questions en direct à la SFAP. Nous les transférons à Cathy et à Séverine pour qu'elles puissent vous répondre quand c'est des questions techniques. Elles se font un plaisir d'y répondre. Nous, on transfère les questions que vous envoyez à la SFAP, on les retransfère. Et aussi nous voir la SFAP à Nantes. Oui, à la SFAP, au niveau du congrès, il va y avoir un stand du CNASI, donc du Collège national des acteurs en soins infirmiers, avec une partie pour les soins de bouche, et qui aura autant d'attrait que l'année dernière avec les guides. Donc, pour ceux qui participeront à Nantes, vous pourrez effectivement poser vos questions en direct et prendre des petits guides en direct également. Le mot de la fin, Cathy et Séverine? Merci à toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions, allez le site de la SFAP. Et Idriss? Eh bien, moi, je remercie tous les internautes pour leur participation, leurs remarques et leurs questions. Et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en vous adressant à la SFAP. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas non plus à adhérer à la SFAP. On a besoin de vous pour les travaux de recherche, les groupes de travail, votre présence auprès du patient, quel que soit le lieu, nous est important au niveau de la SFAP pour continuer à avancer dans les travaux de recherche. Merci beaucoup. Merci.